cadre de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Un débat initié par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à travers la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau. La symbolique étatique et les valeurs républicaines ne sont pas connues du grand public de façon générale. Chanter l'hymne national n'est pas donné à tous les responsables, encore moins les citoyens lambda. Qu'est-ce que l'emblème national? Comment faire la différence entre le sceau et les armoiries? Ces questions sont une colle pour beaucoup d'entre nous. Alors, pour dire tout simplement que les symboles de l'État restent méconnus du grand public, ils ne sont pas utilisés comme il le faut. Il y a un débat institutionnel qui fait rage autour du port des écharpes entre les députés et les conseillers de la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il exactement? Quels sont les symboles de l'État? Comment parvenir à une bonne utilisation de ces symboles de l'État? Nous en parlons avec nos invités. C'est une émission spéciale avec un nouveau format pour questions d'actualité. L'invité principal, la guest speaker, est Maï Niaré. Maï Niaré, elle est membre de la Commission nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Bonsoir Maï. Bonsoir Sira Bathily. Merci beaucoup. Merci. Nos autres invités sont Dr Boubacar Sidiki Diarra, il est secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Bonsoir, Monsieur Diarra. Bonsoir. Et Monsieur Adama Traoré, il est président de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir, Madame Sira Bathily. Bonsoir. En fin d'émission, nous donnerons donc la parole au directeur national des affaires judiciaires et du Sceau, Mohamed Maouloud Najim. Et on a avec nous un charmant public pour l'assistance. On va dire bienvenue à tout le monde à ce débat ici au Conservatoire. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le parrain de cet événement, le secrétaire général du département de la justice, qui représente le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Alors, Dr Boubacar Sidiki Diarra va donc ouvrir ce débat. Il va donner la vision du département et des plus hautes autorités à travers l'organisation de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Monsieur Diarra, vous avez la parole. Merci bien, Madame Sira Bathily. Les symboles de l'État constituent un signe pour la magnificence et la détermination de l'image de l'État. Ce sont des signes qui permettent à l'État de marquer son existence et qui permet également à l'État de manifester son crédit. La Semaine nationale de l'harmonisation et de l'utilisation des symboles de l'État, sa tenue présente un intérêt pratique considérable, compte tenu du fait qu'il s'agit d'informer, d'éduquer, de sensibiliser les citoyens sur les symboles de l'État et également de mettre en exergue la protection de ces symboles qui constituent des éléments très très importants pour tout État. Et il s'agira également, à partir de l'organisation de cette semaine, de mettre en exergue le fait que les symboles doivent être protégés. Il doit y avoir une certaine harmonie au niveau même de l'État en termes d'utilisation de ces symboles et même les modalités d'arborer ces différents symboles, dont le drapeau. Les autorités accordent une importance particulière à la tenue de cette semaine, deuxième du genre, qui contribuera à mieux faire connaître les symboles de l'État, à mieux faire respecter les symboles de l'État et à mieux asseoir les attributs de notre souveraineté. Donc c'est le but de l'organisation de cette semaine de l'harmonisation et de l'utilisation des symboles de l'État. Alors il y a un lien qui est fait entre ces symboles de l'État et la culture aujourd'hui, dans le cadre de l'année de la culture qui a été 2025 décrétée par le président de la transition. Quel est ce lien? Quel est le poids de la culture dans l'utilisation et la connaissance des symboles de l'État? Les symboles de l'État
procède également des éléments culturels, puisque les symboles de l'État, c'est la manifestation la plus éclatante de la souveraineté de l'État et même des éléments de la culture. Comme on le dit, connais-toi toi-même. Les symboles de l'État sont l'inspiration de notre histoire. C'est l'inspiration de notre culture. Si vous prenez les significations au niveau de tous ces symboles, que ce soit les couleurs, que ce soit les hauts faits, que ce soit l'histoire, que ce soit l'appartenance à une même nation, tout cela procède des symboles de l'État. Les symboles de l'État constituent également des éléments d'inspiration de la culture. Et nous nous inspirons de notre culture pour montrer notre existence, notre affirmation. Merci pour ces précisions. On va rappeler qu'il y a 5 symboles de l'État: le drapeau, la devise, l'hymne national, le sceau de l'État, les armoiries de la République. Nous allons donc commencer par le drapeau et je vais me tourner vers Maïniaré, vous qui êtes de la commission nationale pour l'harmonisation des symboles de l'État. Dites-nous, que devons-nous retenir du drapeau national? Merci beaucoup, Syria, pour cette question. Vous savez, dans la mémoire collective d'un peuple, d'une nation, il y a toujours des faits marquants, des visages emblématiques, des moments spécifiques. Et les symboles de l'État représentent ces moments que nous partageons ensemble, que nous avons vécus, qui constituent notre passé et qui définissent notre avenir. Dans ça, le drapeau, si vous devez retenir quelque chose, la première chose, c'est ça nous sert d'emblème. C'est vraiment notre figure emblématique qui nous réunit tous et toutes autour d'une vision. Le drapeau, c'est comme le Mali, c'est le pays. Et si vous devez retenir une chose, 3 couleurs, verticales, vert, or, rouge, qui nous réunit tous. Voici pourquoi. La première couleur, la couleur verte, c'est la nature, c'est notre environnement. Vous savez, l'Afrique est beaucoup portée sur la végétation. Donc la verdure représente tout ce que nous avons, tout ce que le Créateur nous a donné comme abondance externe. Et donc le vert matérialise notre richesse environnementale. La couleur jaune n'est pas que la couleur jaune comme ça, c'est la couleur jaune qui matérialise, qui appelle et qui montre notre richesse, l'or. Et l'or malien, pour les femmes qui sont là, qui achètent, comme pour vous, vous portez une chaîne en or, les ors ne sont pas les mêmes couleurs. Il y a, comme on dit, il y a l'or de Dubaï, il y a 24 carats, 18 carats, il y a plusieurs. Donc l'or du Mali, c'est l'or du Bouré. La couleur jaune qui est sur notre drapeau vient et est initiée par cette couleur d'or, la couleur jaune. La couleur rouge fait appel au sang de nos ancêtres. Le sang versé, c'est tout ce que nous avons collecté avec les générations passées et que nous avons l'obligation de remettre aux générations futures. Mais tenez-vous bien, le fait que les 3 couleurs soient verticales n'est pas fortuit. Quand vous regardez le drapeau, 3 bandes verticales, vous voyez que la verticalité montre notre position debout. Debout face à l'ennemi, debout face à l'agression, debout face à tout ce qui peut nous venir de l'extérieur et nous attaquer. Donc les couleurs, les bandes comme ça verticales ne sont pas fortuites dans le drapeau. Dans la conception du drapeau aussi, il faut tenir un certain nombre de choses. La première chose qu'il faut tenir en compte, c'est les matériaux, la qualité du tissu. Vous imaginez que si on confectionne un drapeau avec un tissu lourd, ça ne va pas flotter, alors que le drapeau doit flotter. Donc il y a l'aspect qualitatif des matériaux qu'on utilise pour faire fabriquer le drapeau, mais il y a aussi les couleurs. Vous savez, il y a une panoplie de couleurs qui existe. Par exemple, quand on dit, comme j'ai dit, la couleur verte, il y a vert foncé, il y a vert clair, il y a vert olive, voilà. Donc, il s'agit aussi de connaître quel vert le Mali réclame. C'est quel vert? C'est justement le vert. Il y a un code couleur qui est numéroté dans chaque couleur, et c'est le vert qui rappelle la végétation. Quand vous regardez derrière vous, c'est les verts foncés, ce n'est pas les verts fluo, ce n'est pas le vert clair, ce n'est pas le vert olive. Donc c'est le vert qui tend vers la végétation,
vers les plantes que vous voyez dans la nature. Donc ça, c'est notre vert. Notre jaune, c'est le jaune or qui est incarné à travers l'or du bourré, l'or du Mali. Et la couleur rouge, ça appelle notre sang. Mais au-delà aussi du drapeau, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui confondent le drapeau et les couleurs nationales. Le drapeau, on a dit que c'est 3 bandes verticales sur un mât. Dans le décret, la loi qui a créé le drapeau, ils disent exactement ainsi. Le drapeau est composé de 3 bandes verticales égales. L'égalité est une chose très importante. Ça veut dire que les bandes, on ne peut pas faire des bandes de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres, c'est égal. Les bandes doivent être égales. Et ça, c'est très, très important. Et les couleurs vert, or, rouge doivent être respectées. Ça doit respecter le code. Donc, quand vous regardez les autres, par exemple, quand vous regardez votre décoration, vous voyez, il y a le vert. Le vert qui est dans les éléments de décoration, ce n'est pas le drapeau. Mais ce sont des couleurs qui sont issues, qui sont inspirées de notre couleur nationale. Donc, il y a les pins. Vous avez vu, peut-être je vais prendre l'exemple du directeur national. Il porte un boubou avec un pins. Donc, ce n'est pas le drapeau, mais ce sont les couleurs nationales. Et donc, ces couleurs ne peuvent ne pas refléter forcément la couleur du drapeau. Et c'est accepté? Non, ce n'est pas accepté. Parce que c'est inspiré de ça. Si le but, par exemple, vous avez la possibilité de porter n'importe quel vert comme moi, comme n'importe qui, mais si le but, c'est d'inspirer les 3 couleurs du Mali, de rappeler ces couleurs. De rappeler ces couleurs, ça doit respecter le code couleur en la matière, même si ce n'est pas le drapeau. La spécificité avec le drapeau, je vais vous le dire, ce qui est important avec le drapeau, c'est l'utilisation abusive ou dysfonctionnelle ou inappropriée que nous faisons souvent de ces drapeaux. Dites-nous déjà, il y a 2 applications spéciales pour le drapeau. On parle de montrer des couleurs ou de mise en berne des drapeaux. C'est expressif? Oui. Quand on monte par exemple le drapeau, il y a un certain nombre de choses que je voulais rappeler dans ce que je dis. C'est que c'est un moment solennel. Une fois qu'on commence à monter le drapeau, les gens doivent se tenir droit, comme on le dit, fermés. Ça veut dire qu'on ne peut pas se tenir comme ça. On ne peut pas lever la main. On doit être droit avec les gestes fermés. C'est un moment de respect, de solennité et de concentration. On doit rester droit. Ça, c'est la première chose. Certains d'entre nous mettent la main sur le cœur. Le cœur, c'est l'amour. Ça dit la même chose. Donc, si on monte le drapeau déjà, ce que je vous ai dit, je suis en train d'expliquer, si on monte le drapeau, quel est le comportement qu'on doit avoir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois qu'on est en interaction avec le drapeau, il y a le sens de retenue, la verticalité, la solennité, la façon de parler. Et on prend le drapeau comme un bébé. Et on ne peut pas le prendre comme on prend un sac pour partir. Et donc ça, ce sont des caractéristiques qu'il faut tenir compte. Quand le drapeau est en berne, ça veut dire qu'il y a un deuil ou une crise ou des catastrophes ou quelque chose, je ne sais pas, qui est négatif. Donc on met le drapeau en berne, c'est pour montrer notre tristesse. C'est pour montrer un peu le problème. Exprimer la compassion. Exprimer la compassion par rapport à une situation. On va donner la parole à M. Traoré de la FEDAMA. Okay. Par rapport à cette question d'utilisation, les artistes utilisent beaucoup le drapeau à travers des créations, à travers beaucoup d'autres choses. Dites-nous, comment vous utilisez le drapeau de façon générale, vous les artistes? Nous pensons que le drapeau, c'est l'identité de l'État et c'est un symbole. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Le symbole, c'est ce qui nous lie à notre réalité, littéralement parlant. Ce qui nous coupe de notre réalité est diabolique. Donc les artistes, en se saisissant du drapeau, manifestent leur amour par rapport à l'État, au pays auquel ils appartiennent. Et alors, c'est monter, c'est le drapeau flottant, c'est l'espoir, c'est toutes les significations et les symboliques. L'artiste, lui, il l'utilise pour s'exprimer
à la fin d'une pièce de théâtre ou à un moment donné, quand il y a un grand sacrifice et que la pièce finisse par un personnage qui arrive, qui rentre en dernier recours avec le drapeau, c'est quelque chose, c'est un espoir, c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un cycle, c'est la perpétuation. Le drapeau aussi, c'est la chanson. Les couleurs, c'est aussi peuvent être déclinées au niveau des arts graphiques, visuels, etc. Donc les artistes se saisissent de ce drapeau parce que c'est notre identité. Avec cette utilisation, il peut y avoir des imperfections. On n'en veut pas aux artistes, c'est à tous les niveaux. Quand un artiste porte le drapeau comme tenue, qu'est-ce que ça peut faire? C'est justement aujourd'hui ce qui est, c'est par innocence. Il ne le sait pas. Et là, j'ai l'habitude de dire qu'une gifle, c'est une caresse qui se trompe de vitesse. Il a envie de montrer son amour pour ce pays, mais il peut le faire maladroitement. D'où l'importance d'une semaine pour parler de cette harmonisation et de l'utilisation des symboles de l'État. Lui, il ne le sait pas, mais il s'est dit, tiens, ça représente le Mali, donc quand je le porte, je porte le Mali. Mais il ne sait pas qu'il y a des façons de ne pas le toucher ou de l'utiliser d'une certaine façon. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que ces artistes-là aussi ont des fonds derrière eux et ils ont la capacité d'inspirer beaucoup de gens. Et donc, à partir de ce moment-là, les apprendre, les expliquer une meilleure utilisation et une harmonisation donc, de cette utilisation, je pense que c'est le travail le plus judicieux et le plus important. Et vivement d'autres semaines nationales et que ce travail perpétue. Donc cette semaine est une aubaine pour vous aujourd'hui de lancer un appel à ces artistes qui exploitent, qui utilisent le drapeau dans certains sens. Ben justement, ils ne le savent pas. Et donc maintenant, c'est tous ces déficits-là qu'aujourd'hui nous avons besoin de corriger au niveau des artistes. Et les artistes, que ce soit au niveau des scènes ou autres, par exemple, nous avons vu quand un des grands artistes maliens a joué à Bercy, à la fin, il a joué l'hymne national, les gens sont sortis avec les drapeaux pour venir. C'est à ce moment-là faire en sorte que ces artistes-là comprennent la sacralité de l'hymne national ou même du drapeau. Monsieur le secrétaire général a rappelé tout à l'heure le sens donné au drapeau au sein de l'administration. On voit ces derniers temps que la montée des couleurs devient un impératif dans les services et même au niveau des institutions. Alors, monsieur le secrétaire général, la répétition est pédagogique. Le sens du drapeau à l'heure de la refondation, ça donne une nouvelle connotation. Tout à fait, Madame Sirabatili. Je crois que le drapeau présente un intérêt patriotique très considérable. Parce qu'en réalité, au moment de la refondation, le drapeau s'affirme comme l'élément central, en réalité, qui permet quand même aux citoyens d'affirmer son appartenance à la nation et qui permet également aux citoyens en fait même de se convaincre de son devoir envers son État. Aujourd'hui, la montée de drapeau est une réalité tangible dans notre pays, et que ce soit au niveau de la première institution de la République, et que ce soit au niveau des autres administrations. Il y a la montée des drapeaux les premiers lundis de chaque mois. Je crois que c'est très 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 important. Mais la problématique du drapeau mérite également un examen très approfondi. Votre première question très très pertinente qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de certaines décennies, le port du drapeau. Le port du drapeau, en réalité, quelles sont les conditions d'arboration, quelles sont les conditions pour arborer le drapeau national? Ces questions ne sont pas encore réglées dans notre pays. C'est pour vous dire que cette semaine, si elle n'avait pas existé, il fallait la créer. Et là, ça a raison d'être. L'anarchie également et la cacophonie qui existe en la matière, je crois que la semaine est vraiment la bienvenue et permettra d'informer, d'éduquer
de sensibiliser. Elle a sa raison d'être. Elle a sa raison d'être. Je l'ai dit en début d'émission, hein, il y a un débat autour du port des écharpes entre les députés et les conseillers de la Cour constitutionnelle. Maïgnaré, qu'en est-il exactement? Quel est le problème à ce niveau? Ok, merci beaucoup Sira pour cette question. D'abord, je voudrais dire que les couleurs du drapeau que les gens portent ne sont pas le drapeau. Comme je dis, le drapeau est sur un mât et c'est des bandes verticales avec des dimensions standards portées sur le mât. Par contre, les gens, ils portent des habits ou ils portent des pins ou ils portent des écharpes qui sont inspirées des couleurs nationales. Donc, ça ne répond pas à la définition de ce qu'on appelle le drapeau. Mais ça rappelle le drapeau. Couleur, voilà, ça rappelle. C'est pour répondre à la question quand vous dites il ne doit pas porter le drapeau. En fait, il ne porte pas le drapeau. Il porte des couleurs qui sont inspirées du drapeau. Mais il ne porte pas le drapeau. Il porte des tenues à l'image du drapeau. À l'image du drapeau, exactement. Donc c'est différent. Donc ça rejoint la question de l'écharpe aussi. C'est que l'écharpe n'est pas le drapeau. C'est aussi... Quand vous regardez par exemple l'écharpe du président de la transition derrière, vous voyez que ce n'est pas les bandes, la bande n'est pas égale. Le drapeau, c'est 3 bandes égales. Alors que l'écharpe du président de la transition, vous allez voir qu'il y a les 2 bouts sont un peu plus petits et la couleur jaune prend tout l'espace. Donc ça ne répond pas aux critères de définition d'un drapeau. Par contre, il y a une absence de texte. Et les textes ne clarifient pas exactement comment est-ce qu'un maire doit porter le drapeau, comment est-ce que quelqu'un de la Cour constitutionnelle doit porter le drapeau. Donc les textes ne sont pas suffisamment poussés pour clarifier ces informations. Vous imaginez qu'en 1965, quand on prenait ces décisions, toutes ces histoires n'étaient pas suffisamment peut-être claires dans nos têtes, parce que ces institutions peut-être ne fonctionnaient pas comme ça, n'existaient pas de telle façon. Donc les textes sont insuffisants pour la clarification. C'est pour cela qu'il est même arrivé, il y a eu des incidents où des députés maliens se sont trouvés dans un pays voisin et il y a eu une confusion entre nos députés et les députés de ces pays. Donc c'est la clarification des textes et puis l'insuffisance des textes qui pose problème. Il y a aussi la mauvaise compréhension. C'est pour cela que ça justifie même pourquoi aujourd'hui l'État, à travers le ministère de la Justice, a décidé d'organiser une semaine complète, une semaine nationale, afin qu'on puisse aller dans l'harmonisation et l'utilisation et que nous puissions avoir l'opportunité de compléter les manquements, clarifier les confusions et puis aussi informer les usagers sur comment il faut utiliser le drapeau ou la couleur nationale. On ne cessera jamais de rappeler les avantages de cette semaine, bien sûr. Monsieur Le Ségal, 2 mots pour qu'on puisse avancer. Voilà, pour compléter, il y a une problématique à régler. Et cette problématique, c'est la position du mât. C'est-à-dire que tout ce problème se pose à partir du mât. Est-ce que, c'est-à-dire le drapeau se lie à partir de celui qui regarde, ou est-ce que le drapeau se lie à partir, c'est-à-dire les couleurs se lisent à partir de la personne qui est en train de regarder ou de la personne qui porte? Est-ce qu'il faut Cette question n'a jamais été tranchée. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les textes à ce niveau? C'est ce que je voudrais dire, que c'est l'intérêt. Et je crois que les propositions également de la Commission, la Commission a déjà déposé un rapport qui comporte vraiment des propositions en ce sens. On espère bien que ce vide juridique sera corrigé. On va passer au deuxième symbole. Ça, c'est la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Maïgnaré, c'est quoi la devise? Qu'est-ce qu'elle exprime? Une formule laconique. Une formule laconique en 3 mots. Un peuple, un but, une foi. Et contrairement à son côté laconique qui développe tout un monde, toute une vision, toute une pensée, tout un état d'esprit derrière. Le triptyque de la devise qui est un peuple, un but, une foi, a aussi inspiré un deuxième triptyque aujourd'hui qui est dans l'article 34 de la Constitution, qui est le triptyque du président de la transition. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce triptyque populaire bien sûr. de l'article 34 qui est l'action qui guide maintenant l'action publique
Et donc ce triptyque, c'est pour dire que malgré son côté, son aspect laconique, c'est un triptyque qui était très inspirant, à tel point que quand j'ai participé à la finalisation de la Constitution de juillet 2023, j'ai proposé l'idée justement d'insérer le triptyque du président de la transition dans la Constitution. C'est ce qui est en article 34. Vous allez voir la similarité entre les deux triptyques. Le triptyque un peuple, un but, une foi. Quand vous prenez le peuple, c'est aussi par rapport au triptyque du président de la transition, le respect de la souveraineté de l'État. C'est le respect du territoire, de notre territoire géographique, de notre périmètre. Un peuple ayant les mêmes passés, allant vers le même destin, ayant les mêmes intérêts, se trouvant sur une aire géographique, liée par le sang, liée par le destin, liée par la vision. Un but qui nous amène aussi au triptyque du président de la transition. Ce triptyque, c'est le respect des choix souverains du peuple. Ce respect des choix souverains du peuple est inspiré du triptyque, les buts. Ça veut dire que nous, Maliens, sommes en mesure de choisir notre destin avec les objectifs que nous voulons de façon souveraine. Le troisième point, qui est la foi, une foi commune, qui nous renvoie au triptyque, l'autre triptyque qui est la défense des intérêts du peuple. C'est aussi notre foi inébranlable à la divinité. Notre foi qui nous dit que si nous choisissons, nous sommes en même d'assumer nos choix, de porter le Mali jusqu'au bout. Et c'est pour cela que vous allez voir le mot apparaître, la défense. Ça veut dire que nous sommes incapables de choisir, deux, capables de défendre ces choix, trois, capables de nous défendre. C'est un retour aux sources, donc. C'est un retour complètement aux sources, mais ce n'est pas fini. Donc sur ce point de la devise, il y a aussi toute l'inspiration qui vient de l'éducation traditionnelle d'Okaïda, qui aussi incarne et soutient 5 valeurs inaliénables pour le Mali et le Malien. Ou sinon, j'allais dire le Mali D, différemment du Malien. Et donc ces 5 valeurs sont le principe de l'intégrité, qui est que Mali est là. C'est ça notre responsabilité, Mali est là. Le deuxième principe, c'est le principe de l'inaliénabilité. Je vais y arriver. Mali est ferré. On ne peut pas vendre le Mali. On l'a hérité de nos ancêtres. Nous avons la responsabilité de le léguer aux générations futures. Ouais. Le troisième principe, qui est le principe de la propriété, qui dit que Mali est en mandat. Ça veut dire que nous n'avons pas la responsabilité ni le droit d'aller gager le Mali. Nous l'avons encore récupéré. Nous allons restituer. Le quatrième principe, qui est le principe de patrimonialité, Mali te dit, avec Khalifa D, le Mali n'appartient à personne. Le Mali t'est donné pendant un temps pour que tu puisses apporter ta contribution, utiliser, et tu as l'obligation de restituer en partant. Le dernier principe de ces 5 principes, c'est le principe de l'éternité. Oui. Donc ce principe de l'éternité parle du fait que Mali t'est doux. Le Mali n'est pas comestible, le Mali n'est pas un bien que nous pouvons manger. Donc c'est pour vous dire que malgré l'aspect laconique de cette devise qui est un peuple, un but, une foi, c'est tout un monde, c'est toute une philosophie, c'est tout un état d'esprit. Et c'est tout un rappel. Merci. Alors, les artistes véhiculent des messages parce que cette devise, elle est traduite en actes concrets à tous les niveaux. Les artistes aujourd'hui véhiculent des messages en faisant allusion à la devise. Cela a quel sens, M. Traoré? Un devoir patriotique? C'est un devoir patriotique, c'est aussi c'est un cri de guerre, on peut le dire, mais c'est aussi un cri pour galvaniser et porter le peuple en avant. Parce que c'est toute une prouesse de cet État-nation qui existe et qui a l'ambition, malgré, en dépit et avec sa richesse, de sa diversité culturelle, de constituer un peuple. Ça, c'est un exercice très, très compliqué, très difficile. Ouais. Je ne me reconnais dans l'État que quand l'État me reconnaît dans ma spécificité. Et c'est ça qui fait que cette vision de cohésion, d'unité, qui est dans la devise. Et un but, au fait aussi, ça renvoie à l'idée d'équité, d'égalité,
de partage, parce qu'on se mobilise pour quelque chose et quand le but on va être atteint, il ne faudrait pas que quelqu'un s'en accapare. Et donc c'est la croyance en cet objectif qui n'est pas au-delà de notre possible. C'est ce qui fait que les artistes se disent en ce moment-là, ce message-là, nous devons le traduire par des chansons, le traduire par des pièces de théâtre, le traduire par l'art visuel, etc., etc. C'est un logiciel qui est là pour essayer, qui nous permettrait demain, c'est les artistes s'en accaparent, parce qu'ils savent que c'est la matrice qui va permettre de forger le nouveau Malien, qui va être pétri de ces valeurs-là. D'accord. Monsieur Diarra, en quoi cette devise se lie au sein de l'administration? L'administration l'acte par quelle activité? Bon, en fait, si vous voyez tous les documents officiels de l'État, cette devise, vous allez trouver cette prescription. Et elle n'est pas une prescription de façade ou une prescription juste d'exhibition. C'est une prescription qui signifie d'abord, comme ça a été dit, que nous sommes un peuple et que donc le Mali est un et indivisible. Et donc, et que le but également, c'est nous sommes une nation. Nous concourons normalement à l'atteinte des mêmes objectifs et nous concourons à l'atteinte des mêmes besoins de développement socio-économique. Et c'est également une foi inébranlable à notre citoyenneté, au fait que nous sommes Maliens, nous sommes décidés, comme le dit la Constitution, la défense de notre patrie est un devoir pour tout Malien. Et donc, en cela, l'administration rappelle au niveau de toutes ces correspondances, toutes ces relations épistolaires. C'est-à-dire que chaque fois que l'administration s'adresse, vous allez voir sur les documents officiels qu'il est non seulement mis l'intitulé de l'administration, il est mis l'affirmation de la République, il est mis cette devise, un peuple, un but, une foi. Donc c'est vraiment, ça fait partie de l'affirmation même de, comme on appelle, au niveau de toutes les actions de l'administration, pour que ça serve également de bréviaire pour montrer que nous tenons réellement nous tenons beaucoup à cette devise. D'accord. Alors Maïniari, est-ce qu'il arrive que nous, citoyens, qu'on oublie cette devise souvent dans nos comportements au quotidien? Oui. Il arrive souvent, heureusement ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, si on dit un peuple, ça veut dire que nous devons avoir la capacité de vivre ensemble sur un même territoire géographique. Ça veut dire que, comme on dit dans notre langue, ça veut dire que nous devons pouvoir incarner une vision commune en disant un peuple. Nous sommes liés par le sang, mais liés par le destin, je dis. Et donc, dans notre comportement de tous les jours, si nous sommes dans la division, ça veut dire que nous avons oublié cette valeur fondamentale de constituer un peuple. Et un but commun, ça veut dire que, par exemple, si le président de la transition a donné un triptyque pour donner une vision, une direction de marche, et si les gens sont en train de naviguer à contre-courant, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de tirer dans le même but. D'autres tirent dans d'autres sens. Et aussi, quand nous disons que, bon, ça c'est le but. Le but, c'est que ce n'est pas nous qui fixons le but. Parce qu'il y a un leader qui est toujours devant, qui fixe ce buts. Et la foi. Nous sommes toujours questionnés. Par exemple, la crise que nous sommes en train de vivre, qui a commencé depuis en 2012, nous questionne profondément, individuellement et collectivement, sur notre foi. Avez-vous foi en votre pays? Avez-vous foi en votre chemin? Et avez-vous foi en vous-même? Donc pour moi, dans notre action de tous les jours, il ne s'agit pas de le dire et il ne s'agit pas de l'incarner seulement au niveau de la nation, mais il s'agit aussi, et avant tout, même avant même de l'incarner collectivement, nous devons d'incarner ces principes individuellement. Tout à fait. Alors, le troisième symbole, c'est l'hymne national, ce chant patriotique créé par la loi numéro 62-72 ANRM du 9 août 1962, bien national à la gloire de tous les bâtisseurs,
Que dit ce chant? Je vais rester avec vous. Un chant patriotique, le Mali. C'est le titre de notre hymne national, le Mali, qui est composé en quatre couplets de 10 lignes avec un refrain de 8 lignes. L'hymne national du Mali, dans le premier couplet, nous appelle. Le Mali nous appelle. À ton appel, Mali. Voilà, le résumé de ça, c'est que le Mali, quand le Mali nous appelle, nous devons de répondre à cet appel. Et nous devons de le répondre et en posant des actions à l'interne, mais aussi à l'externe. Donc ça, c'est le premier couplet. Le deuxième couplet aussi, ce résumé, c'est un peu le Mali de l'action. C'est un peu nous mobiliser, nous tirer toujours vers le même but. Parce que quand le but est connu, il ne s'agit plus de marcher à contre-courant, il s'agit d'aller dans le même sens. Donc quand le but est connu, c'est maintenant rentrer dans l'action. Mais pourquoi? Nous rentrons dans l'action pour préserver notre dignité. C'est ce que le deuxième couplet dit. Nous rentrons en action pour le Mali, pour nous, mais aussi pour les autres Maliens, mais aussi pour préserver collectivement notre intérêt personnel et collectivement notre intérêt et notre dignité. Le troisième couplet de l'hymne national parle de l'unité. Mais vous allez voir que dans le troisième couplet, l'unité du Mali est indissociable avec l'Afrique. C'est comme deux pieds de la même marche. Quand vous regardez bien le troisième couplet, vous vous rendez compte que le bonheur du Mali ne peut pas aller sans l'Afrique. Et que ce bonheur s'acquiert avec le travail. C'est le travail qui va nous donner ce que nous cherchons. C'est ce que le troisième couplet dit. Et aussi notre vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité universelle en fait. Souvent, on a l'impression qu'il y a une vérité. Il n'y a pas de vérité universelle. La vérité peut-être des Chinois, ce n'est pas forcément la vérité des Maliens. Donc notre vérité, avons-nous le courage d'incarner et de porter notre propre vérité. Donc ça, c'est le troisième couplet. Le quatrième couplet nous parle de l'unité avec l'Afrique, comme je l'ai dit, et aussi de rendez-vous, de l'honneur. Ça veut dire que si nous manquons à ce rendez-vous, nous allons manquer au rendez-vous de l'honneur. Non seulement nous devons être avec nous-mêmes, nous devons aussi être avec l'Afrique. C'est notre côté panafricaniste. Exactement. C'est ça. Et il faut valoriser cela. Il faut valoriser ça parce que c'est seulement important. dans notre hymne. Ce n'est pas dans l'hymne des autres pays de la sous-région. C'est seulement dans notre hymne qu'on parle de l'Afrique. Et le refrain dit que le Mali est indissociable de l'Afrique, encore une fois. Le refrain parle des valeurs comme la liberté, qui est fondamentale pour nous. La liberté individuelle et collective, c'est fondamental. Malgré la liberté individuelle et collective, ce refrain nous parle de l'unité. Avons-nous la capacité de nous unir autour de quelque chose? Cette question est posée de façon continue à tout un chacun. Avons-nous la capacité de cultiver l'espérance? De cultiver l'espoir? Avez-nous toute cette capacité? Donc le refrain nous appelle et nous entretient dans tout ça. Et nous dit en dernière chose, ayez confiance. La confiance que nous sommes des individus valeureux. La confiance que le Mali n'est pas un petit pays. La confiance que nous pouvons écrire l'histoire de ce monde. La confiance que nous comptons. Autant nous respectons les autres, autant les autres doivent nous respecter. Et cette confiance doit être inébranlable en nous, dans notre cœur, et nous accompagner au quotidien dans toutes les actions que nous posons pour ce pays. D'accord. Alors, Monsieur le Ségal, on voit que lors des grandes cérémonies, l'hymne national est exécuté. L'hymne national est de quelle portée pour une république? Pour une république, l'hymne national est l'un des symboles les plus sacrés. En ce sens qu'il n'y a que deux symboles qui se retrouvent très souvent sur le plan international. Il s'agit du drapeau et de l'hymne national. Et si vous voyez l'hymne national, c'est un chant officiel, un chant patriotique. Au-delà de toutes les caractéristiques que l'invité principal vient de décrire, l'hymne national est personnifié. C'est-à-dire que pour montrer un peu la valeur et
la portée patriotique. C'est comme si vous avez un être à qui l'on parle, ou un être qui vous parle, à ton appel Mali, malgré que, en tant que tel, il y ait une sorte de... c'est-à-dire que c'est une personne morale dont on ne peut pas avoir la preuve de l'existence, c'est-à-dire qu'on personnifie, on fait une sorte de métaphore pour que cette personne parle et pour que le chant patriotique, que l'on se sente réellement dans citoyen d'un pays, qu'on incarne les valeurs et qu'on se dise on est prêt à mourir pour ce pays. Donc, si c'était seulement comme les autres le font, c'est-à-dire que très souvent sur le plan international, vous allez voir plusieurs hymnes où c'est des chants. C'est des chants. Ici, c'est comme si c'est un être personnifié, une sorte de métaphore, qui est devant vous, qui vous dit à ton appel, vous vous adressez à lui, à ton appel, etc. Ouais, donc, c'est vraiment l'un des signes, pour moi, l'un des signes et l'un des symboles les plus sacrés. Et c'est ce qui est entonné sur le plan international quand vous faites des hauts faits. C'est ce qui est entonné quand le pays doit intervenir pour des grands événements et pour affirmer son existence. Est-ce qu'on peut dire que quand on chante l'hymne national, c'est pour rappeler la présence du Mali? C'est non seulement pour rappeler la présence du Mali, mais pour affirmer sa fierté d'appartenir à ce peuple et d'affirmer également que le Mali est là. Le Mali est là, pas seulement que le Mali est là, que nous-mêmes nous sommes prêts à affronter tous les défis pour ce Mali. D'accord. Alors, M. Traoré, que représente l'hymne national pour vous? C'est l'identité du pays. Comme un être humain a sa carte d'identité, l'hymne national, c'est l'identité du pays. Et nous sommes en conformité avec nos traditions. Parce que traditionnellement, quand nous avons les activités champêtres, nous travaillons, nous avons des gens qui exaltent les laboureurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand il y avait des guerres, il y avait le tabalé qui les appelait. Donc, fidèle à cette tradition, nous avons un hymne qui appelle à l'unité, qui appelle au combat et qui mobilise pour les causes nobles et qui donne à l'autre ce que nous sommes en parlant de carte d'identité. Quand ça résonne, ce n'est pas l'hymne d'un autre pays, c'est l'hymne du Mali. Tout le monde s'y reconnaît et le Mali est reconnu à travers cet hymne-là. Donc, et tant mieux si en plus de cette dimension de galvanisation patriotique et tout, et c'est aussi une ouverture à l'autre, altérité par rapport à l'Afrique et par rapport au monde entier. Je trouve que c'est conforme et c'est une tradition aussi de sagesse qui s'exprime à travers cet hymne national. Et le Mali est honoré par les artistes à tout moment. Absolument. Et si vous voyez, les artistes, l'hymne national, il est chanté en orchestre, il est chanté avec des instruments individuels, organiques, etc. Que ce soit l'hymne avec le balafon, l'hymne avec la kora, ou que ce soit une orchestration. L'hymne a été composé, décliné et arrangé avec tous les instruments qui, et Dieu merci, nous sommes un pays qui a beaucoup d'instruments et une grande richesse. Ouais. Alors, Maïniari, est-ce que l'hymne national sied à toutes les cérémonies? On peut chanter l'hymne national lors de n'importe quelle cérémonie? Oui, à condition que ce soit un moment solennel, que les gens se mettent automatiquement debout, qui se tiennent droit comme je dis, et qui respectent ce moment de partage et ce moment de communion, parce que quel que soit ce qu'on va dire, le citoyen lambda est libre de manifester son amour pour son pays. Donc ils peuvent manifester à tout moment leur amour pour leur pays quand ils organisent une cérémonie, encore une fois je dis, qui respecte certains critères, qui ne sont pas par exemple à un mariage, ça va être déconvenu d'aller jouer l'hymne national, mais par exemple quand les jeunes de la commune, d'une commune, organisent un événement dans leur salle et qu'ils appellent des chefferies traditionnelles, des imams et autres,
ils ont le droit de chanter l'hymne national. C'est leur manière de manifester leur amour pour le pays. Mais de là, les autres qui peuvent jouer, je parle d'un cadre formel. Les cadres qui sont informels ne sont même pas pris en compte, parce que l'hymne ne doit même pas arriver là-bas. Mais dans un cadre formel où les gens se rencontrent, ils veulent manifester leur amour, ils veulent montrer qu'ils aiment le pays, ils peuvent jouer l'hymne à condition qu'ils ne restent pas assis, à condition qu'ils ne soient pas en train de jouer, à condition qu'ils ne soient pas en train de faire dans un désordre chaotique pour aller jouer l'hymne de façon désinvolte. Alors, l'exécution de l'hymne national, ça pose problème. Il y a des citoyens qui ne maîtrisent pas du tout, qui ne connaissent pas par cœur l'hymne national. Quelle est la réparation à ce niveau? Que pouvons-nous faire pour nous rattraper, si on peut le dire ainsi? Ok, la solution la plus rapide pour le moment qu'on a tout de suite, que nous sommes en train d'acter, c'est l'organisation de la semaine nationale que les hautes autorités du Mali ont demandé au ministère de la Justice d'organiser ça pour pouvoir informer, nous permettre aussi d'harmoniser, nous permettre aussi d'avoir, s'il y a peut-être des citoyens, il y a des citoyens qui peuvent être très forts dans les symboles, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas parce qu'il y a une commission ou c'est pas parce que les gens travaillent dans ce secteur qu'ils sont forcément experts plus que tous les citoyens. Il y a peut-être des citoyens qui connaissent ça, qui ont connu dans d'autres pays, qui ont leur expertise dans ce domaine. Donc le fait de vulgariser, le fait de communiquer et de parler de l'harmonisation fait que si ces citoyens ont des éléments à nous donner, ils peuvent venir. Parce que dans la commission, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui avaient collecté des informations justement sur les symboles, sur certains symboles. Donc, ça veut dire que ça, c'est le premier niveau. Mais ce que la commission a demandé, le président de la commission est là, c'est aussi de permettre à ce qu'on puisse donner ces informations dans les écoles. Parce que dans les écoles, c'est ce que j'allais poser comme question. Voilà, est-ce que ce ne serait pas mieux d'aller vers les écoles pour enseigner carrément ces symboles de l'État? C'est exactement ça. C'est ce qui a été demandé dans les résultats des travaux de la commission. Le ministre Mohamed aussi, Salikene est là pour apporter des compléments. Donc c'est ce qui a demandé à l'État. Mais l'administration, il faut qu'il y ait des décisions formelles qui soient prises dans ce sens. Mais ce n'est pas aussi seulement le ministère de la Justice. Vous imaginez que quand on parle de l'éducation, on va intégrer le ministère de l'Éducation, le ministère de... Voilà, donc il y a beaucoup d'autres acteurs qui vont s'ajouter au groupe peut-être du ministère de la Justice pour faire un groupe commun afin de pouvoir ramener ça dans les cursus scolaires. D'accord. Et je pense que c'est la meilleure façon pour qu'on puisse pallier un peu à ça. D'accord. Monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qu'on peut faire tout à l'heure pour réparer ce fait, pour qu'on puisse exécuter correctement l'hymne national? Ce n'est pas qu'au niveau du simple citoyen, il y a même des responsables. Tout à fait, vous avez effectivement raison. Cela participe de l'organisation d'abord de cette semaine. Et je crois qui permet d'informer, d'éduquer, de sensibiliser. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a certaines valeurs qui existaient, mais qui en réalité avaient montré également leur importance, mais qui ont fini par disparaître. C'est l'enseignement de l'éducation civique et morale au niveau de l'école, où les gens apprenaient qu'est-ce que l'hymne national, qu'est-ce que le drapeau, qu'est-ce que tel ou tel symbole. Et ça, je crois que ça également, c'est très important. Il s'agit d'une problématique transversale. C'est une problématique qui doit être gérée par plusieurs acteurs, par plusieurs départements. Ce n'est pas seulement le fait du ministère de la Justice. Et heureusement que nous avons une commission d'organisation inclusive et qui est représentative en réalité de l'ensemble de la société et de l'administration. Mais c'est important qu'il y ait l'information, l'éducation, la communication et la sensibilisation. Vraiment, ils sont rares aujourd'hui ceux qui peuvent entonner l'hymne national. Et ça, je crois que ça, c'est vraiment très grave. Et il faut chercher une solution à cela. Il faut chercher une solution à cela. D'accord. On va aborder le quatrième symbole, le sceau de l'État. C'est quoi le sceau de l'État, Maïniari? C'est comme le cachet. C'est le cachet d'authentification, c'est le cachet de certification, pour authentifier l'auteur qui a fait le document. Ça vient d'où, de quel département, de quelle direction ou de quelle structure, et surtout qui a aussi établi. Donc c'est comme un cachet de certification, d'authentification de l'origine du document. Et dans le temps,
le sceau de l'État, aujourd'hui, on le connaît sous la forme comme le cercle, je ne sais pas si vous voyez un peu, circulaire. Circulaire. Et au milieu, vous allez voir au centre qu'il y a un lion debout. Et le lion fait appel à notre bravoure, notre sens de bravoure. Vous savez, le lion se nourrit de façon... Il attaque pour se défendre. Mais quand vous voyez le lion qui est debout dans notre sceau, vous verrez que ce lion, il n'attaque pas. Ça a un sens? Ça a un sens. Ça montre que nous sommes un peuple pacifique. Mais même un lion qui n'attaque pas a la capacité d'attaquer, n'est-ce pas? Ça montre que nous sommes un peuple pacifique qui n'attaque pas. Mais si nous sommes attaqués, nous avons les moyens de nous défendre, d'assurer notre propre défense. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Comme aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nous sommes un peuple pacifique, mais quand on nous a poussé dos au mur, le lion s'est réveillé. Et donc, on est passé à l'attaque. Et quand vous voyez toujours à l'intérieur du sceau de l'État, vous allez voir qu'en bas, il y a la tête d'un bœuf, les cornes qui sont étendues comme ça. Ça montre notre abondance et notre richesse. À gauche, vous allez voir qu'il y a un épi de mil et l'épi de riz à gauche et droite. Donc ça montre notre richesse pour l'agriculture, un peu pour l'élevage. Et ça montre tout ce que nous avons comme richesse dans notre pays. Et en haut, c'est écrit la République du Mali. Donc ça, c'est pour montrer que nous sommes dans la République du Mali. Et en bas, vous allez voir la devise « Un peuple, un but, une foi », qui malgré la taille du texte, est finalement le symbole de la grandeur. Ce n'est pas la taille qui définit ni l'âge, ni la taille, ni la dimension n'est pas liée à la petitesse du texte. Donc malgré le fait que c'est un peuple, un but, une foi, nous sommes un peuple de grandeur, nous sommes un peuple noble, un peuple qui est suffisamment sage et qui sait s'enraciner sur ses ancêtres pour pouvoir aller de l'avant. Donc vous allez voir que dans le 2e siècle, il y a 2 étoiles. Ces 2 étoiles symbolisent un peu les 2 dimensions de l'humain, le père et la mère, donc la maison paternelle. C'est aussi le signe de l'équilibre. Parce que sans équilibre, nous allons tomber. Nous avons besoin des 2 pieds. C'est pour cela qu'un humain vient de 2 pôles, le masculin et le féminin. Et les 2 étoiles qui sont de gauche et droite symbolisent ça. Et c'est aussi montrer notre propre ancrage dans la terre et l'authenticité que nous incarnons quand nous parlons de nous, quand nous parlons du Mali, quand nous parlons de ce que nous avons de plus précieux. Tout à fait. Alors, ce sceau est beaucoup utilisé au sein de l'administration. On va le vérifier tout à l'heure avec le secrétaire général, M. Diarra. Comment le sceau de l'État est utilisé au sein de l'administration? Qu'est-ce que vous en faites? Le sceau de l'État est très important, Madame Sirabachili, parce que c'est le sceau qui confère aux actes leur caractère d'authenticité. Et le sceau, comme vous le savez très bien également, a un seul gardien. Un seul gardien, c'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui est garde des sceaux. Et le ministre de la Justice qui garde les sceaux est l'original des sceaux. C'est l'original des sceaux que le ministre de la Justice garde. Et donc, si vous voyez un peu, ça confère l'authenticité aux différents actes. Et le sceau donne même un peu le caractère institutionnel. Parce qu'apposé sur un document, très souvent, c'est des documents qui émanent des institutions de la République, c'est des documents qui émanent des administrations, c'est des documents qui émanent des grands corps de l'État. Et donc, si vous regardez d'une certaine manière, vous allez retrouver que le sceau a une importance capitale. Et sans sceau, un document n'a pas cette qualité d'authenticité. Donc, il faut le sceau de l'État et à partir du sceau de l'État revêtu de la signature de l'autorité chargée en fait de donner l'authenticité à cet acte. Et le sceau est accompagné de quoi? Généralement, on voit les noms des ministères. Ça veut dire quoi? Ça, en fait, ça fait la différence entre les autorités qui sont habilitées, autorisées à utiliser le sceau de l'État.
Parce que tout le monde n'est pas habilité ou autorisé à utiliser les sceaux de l'État. Et quelle est sa portée sur les documents administratifs? Quand on voit le sceau de l'État sur un document, ça l'authentifie? Ça confère le caractère authentique au document. Ça confère le caractère officiel au document. On doit même rejeter un document qui n'est pas revêtu du sceau. Parce qu'on n'a pas la capacité de vérifier, d'avoir une certaine appréciation probante du fait que c'est un document officiel provenant de telle institution, de telle administration ou de tel grand corps de l'État. Est-ce que c'est l'État seul qui est habilité? Et je disais qu'il y avait non seulement l'administration, les institutions, les grands corps de l'État, les ministres, les cours et tribunaux. Ça ne doit pas sortir de ce lot. Non, et si ça sort de ce lot? Si ça sort de ce lot, c'est qu'on aura fait un usage malsain, on aura fait un usage inadéquat et l'on peut en fait on peut être poursuivi dans des situations de ce genre. Il y a des mesures dans ce sens? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a la falsification de sceaux, l'utilisation de sceaux, et même parce en faisant un certain usage du sceau, avec même le nom de l'administration, on pourra même être quelquefois poursuivi pour en fait usurpation de titres, usurpation de fonctions, etc. etc. Et sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal relativement à l'usage frauduleux ou l'usage désinvolte des sceaux de l'État. D'accord. Vous vous en servez, M. Traoré, à travers votre département? Ah non, parce que nous, en tant qu'artistes, on est des citoyens en qui on a placé nos confiances et nos possibilités à des représentants de l'institution. C'est à eux de l'utiliser et nous pensons qu'ils l'utiliseront sciemment. À bon escient. À bon escient, absolument. D'accord. Alors, on va aborder maintenant le 5e symbole de l'État, les armoiries de la République. Qu'est-ce que nous devons comprendre par armoiries de la République? Maïniari. Les armoiries de la République sont des signes. Quand vous regardez le bleu qui est derrière vous, c'est ça qu'on appelle les armoiries de la République, sont les signes. Pour le Mali, c'est la forme circulaire et qui permet de... C'est comme le papier en tête. Souvent, je ramène les questions à des questions un peu simples pour que tout le monde puisse comprendre. Ouais. C'est un peu comme le papier en tête d'une société. Quand vous voyez, par exemple, quand vous prenez un opérateur de téléphonie, vous voyez que sur le papier en tête, il y a le nom de sa société. Donc, les armoiries, c'est le papier en tête d'un pays. Et donc, si vous apposez ça, normalement, vous imaginez que si c'est dans une société, n'importe qui ne peut pas adresser une lettre avec le papier en tête de l'entreprise est signé. Donc, il y a des mandats, de la même façon qu'il y a des responsabilités dans ça, c'est la même chose que les armoiries. Donc, les armoiries ne doivent pas se trouver sur n'importe quel papier en tête sans l'autorisation express, si ce n'est pas dans la liste des personnes qui sont listées, sans l'autorisation express du ministre de la Justice. Pour identifier les armoiries, vous allez voir que c'est des formes circulaires sur un fond bleu. Et il y a la République du Mali qui est écrit en haut. Mais ce qui est très important, c'est le vautour impérial qui est en haut. Donc vous allez voir de couleur grise, le vautour impérial déploie ses ailes. Ça explique la protection divine, parce que nous sommes un peuple de foi, véritablement de foi depuis toujours, avant les religions. Donc le vautour impérial incarne la protection divine sur notre pays. Et au milieu, vous allez voir que c'est la mosquée de Djenné, mais ça matérialise aussi la grande famille, les Douba. Parce que nous sommes, comme je dis, un pays, c'est une multiplicité de familles. Et quand on vient dans la famille, on trouve un couple avec ses enfants, ou plusieurs couples avec leurs enfants. Donc ça montre la famille qui nous unit, le sol où nous sommes. Et en bas, vous allez voir qu'il y a les deux arcs qui sont orientés. Normalement, quand on tire la flèche, on le soulève comme ça. Mais quand vous regardez dans notre armoirie, c'est orienté vers le bas. Encore une fois, nous ne sommes pas un peuple belliqueux, nous sommes un peuple pacifique.
Mais nous avons la possibilité de soulever notre arc si nous sommes attaqués, comme ça l'est depuis quelque temps, pour pouvoir passer à l'attaque. Donc vous allez voir en bas qu'il y a le soleil normalement sur un support est mis en général en haut, mais vous allez remarquer que notre soleil est en bas. Ça montre la renaissance, ça montre, comme on dit, les croix, c'est ça? La renaissance et le soleil levant. Et c'est un soleil qui n'est pas brûlant. Ça veut dire que ça ne nous brûle pas, ça réchauffe. Et c'est ce qui montre toute la chaleur humaine que nous connaissons au Mali, différemment peut-être de plusieurs pays. Et en bas, vous allez voir toujours la devise qui accompagne aussi les armoiries. Un peuple avec un but commun et une foi inébranlable. Donc ce qu'il faut aussi retenir avec les armoiries, c'est que aujourd'hui, on utilise sans tenir compte des textes de création. Donc je vais juste rappeler les gens qui ont l'autorisation d'utiliser ces symboles. Ça date de, par exemple, c'est la loi 07-018 ANRM du 26 février 2007. Dans son article 3, je vais citer les personnes qui ont l'autorisation d'utiliser ça. C'est les actes. On utilise d'abord sur les actes les papiers de correspondance et enveloppes du président de la République, donc le président de la transition, du chef de gouvernement, du président de l'Assemblée nationale, donc du CNT, du président de la Cour suprême, du président de la Cour constitutionnelle, le président de la Haute Cour de justice, le président du Haut Conseil des collectivités, le président du Conseil économique, social, culturel et du médiateur de la République, du vérificateur, des ministres, des chefs de missions diplomatiques et consulaires portent alors en tête les armoiries de la République. Les armoiries de la République peuvent être portées sur des pièces nationales d'identité. Si vous regardez vos supports de carte d'identité, vous allez voir les armoiries de la République, notamment sur la carte nationale d'identité, les passeports diplomatiques, les passeports de service et les passeports ordinaires. Donc les armoiries de la République peuvent être utilisées aussi sur des monuments. Vous allez voir que sur certains monuments et des bâtiments publics et des voies publiques à l'occasion des cérémonies officielles. C'est pour vous donner toute la sacralité. Quand vous n'êtes pas dans cette liste, ça veut dire que vous ne devez pas l'utiliser. C'est destiné à ces personnes. S'il y a des structures, des institutions qui ont été créées entre-temps, parce que je vous ai dit, la loi date de 2007, ça voudra dire que c'est seul le ministre de la Justice, en donnant autorisation à son directeur national, qui peut décider de donner l'autorisation à une institution, une structure, d'utiliser les armoiries. Alors, pour nous, profanes, les deux symboles, les armoiries et le sceau de l'État, ont tous les deux la forme circulaire. Comment nous pouvons faire la différence? Quelle est la différence entre le sceau de l'État et les armoiries? Le fond, déjà, le fond bleu, qui est très visible. Le fond bleu. Oui, l'entête est en haut, les armoiries c'est bleu, c'est en haut. Et le sceau de l'État, c'est le cachet. Vous voyez, juste comme un cachet. Vous savez, un cachet en général, noir et blanc. Voilà, c'est noir et blanc. C'est pour cela que vous allez voir que l'image est noir et blanc. Donc, c'est pour cela que j'ai ramené ça à l'explication simple de cachet. Ça rentre facilement. Et à l'entête d'une société aussi qui passe plus vite. Parce que les gens connaissent tous les entêtes de société. D'accord. Donc, quand vous n'avez pas ces positions, ça veut dire que vous n'êtes ni concerné par les armoiries, probablement pas par les sceaux de l'État. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, c'est sur des documents spécifiques, elle l'a rappelé tout à l'heure, en cas de violation de ce qui est prescrit en la matière, qu'est-ce que le citoyen peut encourir? Le citoyen peut encourir des sanctions pénales. Et à chaque fois qu'il y a violation dans ce sens, parce que la qualification peut être l'usurpation d'un titre que vous n'avez pas, ou l'usurpation d'une fonction que vous n'aviez pas. Et donc je crois que cela est très important. Mais ce qu'il faudrait savoir, alors moi, les symboliques également méritent d'être fortifiées. Je crois qu'elle a donné la signification, etc. Concernant les flèches, elle a eu à dire que c'est vraiment pour montrer que nous sommes un pays, un peuple pacifique, oui, mais en fait, l'existence et l'affirmation de ces flèches signifie également que nous disposons des armes. En cas d'attaque. Voilà. C'est pas seulement que nous sommes pays pacifiques, mais que pour montrer au monde
que voilà, nous disposons également des armes et que nous sommes disposés à en faire usage selon les situations. En tant que de besoin. Selon les circonstances. On va faire réagir M. Traoré. Quel est le rôle que les artistes peuvent jouer dans la connaissance et la divulgation des symboles de l'État? Les artistes, par définition, ce sont des médiateurs. Et une fois qu'ils le connaissent, ils ont des technicités à travers que ce soit les arts lyriques ou que ce soit les arts visuels ou que ce soit l'art dramatique, de pouvoir utiliser ces symboles et ces armoiries-là pour essayer de sensibiliser, d'éduquer aussi, parce que pour former le citoyen, il faut qu'il soit capable de comprendre tous ces enjeux-là et ces symboles-là. Donc les artistes peuvent servir de médiateurs à travers l'art pour arriver à véhiculer des messages et vulgariser, non pas dans un sens péjoratif, mais au bon sens du terme, l'utilisation et la connaissance de ces différents symboles de l'État. D'accord, merci beaucoup. Maïniare voulait ajouter quelque chose avant qu'on donne la parole au directeur national maintenant. Oui, vous étiez en train de poser la question pour différencier. Donc je voulais mettre 3 choses bout en bout. Notamment le drapeau. Vous allez voir que le drapeau, on a parlé de vertical. Nous sommes debout. Ça montre notre posture, debout face à notre destin et à notre avenir. Les 2 qui sont circulaires, qui est les armoiries et le sceau, ça montre, vous savez, dans la spiritualité, ça montre la circulation de l'énergie. Ce qui fait que nous sommes ensemble et l'énergie circule. Il n'y a pas de perte, il y a une continuité. C'est aussi ça qui montre qu'il y a une continuité en lien avec tout ce que je dis. Un peuple, un but, une foi. Et il y a aussi le fait que Mali te doux, à tes tonomada, à tes clas. Donc il y a une continuité des destins. Ça veut dire que les générations sont passées avant nous. Nous sommes là aujourd'hui et nous allons restituer ce que nous avons récupéré avec les générations passées aux générations futures. Donc les 2 cercles montrent cette circulation d'énergie, cette circulation d'amour, cette circulation de droits et de devoirs entre nous les uns vis-à-vis des autres. Donc pour faire juste la différence, le cachet, c'est noir et blanc. Quand vous voyez en couleur seulement, dites-vous que ça c'est les armoiries, ça c'est l'entête. Merci pour les explications. On va demander au directeur national maintenant, Mohamed Maouloud Najim, par rapport à la tenue de la semaine. Monsieur le directeur, ils ont parlé, ils nous ont expliqué clairement les symboles de l'État. Dites-nous, la semaine nationale pour la divulgation, pour la connaissance des symboles de l'État aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon générale? Merci Madame de nous donner l'occasion de nous exprimer à la suite des débats que vous avez menés avec Maestria, comme d'habitude, et des informations extrêmement importantes données par vos invités également, et qu'ils en soient remerciés, que vous soyez tous remerciés d'ailleurs de l'écho que vous êtes en train de donner à notre semaine, à la semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Mon chef est là, le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, mais qu'il me permette, au nom du ministre de la Justice justement et des Droits de l'Homme, de dire que l'initiative ne vient pas de la direction, mais plutôt de notre chef. Et c'est donc en son nom que nous avons... la direction. Voilà, justement, c'est en son nom que nous avons organisé cette semaine. C'est également sur ces instructions que nous avons organisé la semaine. Et au bout de ce processus qui a duré justement toute une semaine, comme son nom l'indique, je dois avouer que nous nous en tirons avec beaucoup de satisfaction. Et nous nous devons à l'occasion, toujours au nom du garde des Sceaux, de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce processus-là, notamment le conservatoire et son personnel, et l'INA, l'Institut national des arts, qui a accueilli une partie de nos activités, le ministère chargé en charge de la culture, je veux dire, qui nous a accompagnés également en mobilisant tout le personnel du monde de la culture et des arts. Nous nous réjouissons surtout d'avoir eu l'honneur de confier l'ouverture de la semaine au chef de l'État, son Excellence le général Assimi Goïta, et qui a demandé à son Premier ministre, au Premier ministre du gouvernement, de bien vouloir présider l'ouverture, je veux dire, de la semaine.
Et à l'occasion, nous avons relevé avec bonheur qu'à la suite des différentes interventions, il a dit une chose que nous ne pouvons pas ne pas retenir justement, à savoir que, compte tenu de l'importance du sujet, il va falloir que l'administration dans son ensemble fasse l'état des lieux de l'utilisation des symboles de l'État. Parce que justement, il a relevé combien il est désormais important de mettre un terme à un certain nombre d'errements, un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre d'absence d'harmonie, de surveillance et comment dirais-je même, de sanctions dans l'utilisation que certains font des symboles de l'État qui amènent à ne pas tenir compte du respect auquel ces symboles ont droit. Or, les symboles ont droit au respect, surtout dans le cadre de la refondation de l'État à laquelle les autorités de la transition sont attelées depuis combien d'années déjà? Depuis plus de 5 ans. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous sommes bien là parce que le ministère de la Justice, des droits de l'homme a voulu cet espace d'échange. Merci pour le rappel, monsieur le directeur. Alors, le secrétaire général va donc boucler la semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État tenue du 8 au 12 décembre 2025. Vous avez la parole, monsieur le secrétaire général. Je voudrais vraiment ne pas être formaliste, mais au nom de monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, vraiment vous remercier et vous féliciter. Vous féliciter surtout pour la réussite de la semaine nationale de l'harmonisation et de l'utilisation des symboles de l'État. Je crois que nous pouvons dire que le bilan est élogieux. Il est élogieux si l'on en tient compte par rapport à la participation, à la qualité des thématiques débattues, à l'intervention des experts et à l'engouement suscité au niveau de la population et même également à l'appréhension et à l'appropriation éventuellement des symboles de l'État pendant cette semaine. Donc c'est le lieu de se réjouir et de féliciter d'abord les membres de la commission d'organisation présidée par le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau, le magistrat Mahloud Najim, et toutes les personnalités composées de personnalités de référence que nous connaissons très bien, à qui cette tâche, le garde des Sceaux a confié cette tâche pour pouvoir trouver une solution à cette cacophonie dans l'utilisation, à cette anarchie dans l'arboration des symboles de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Alors, nous sommes donc au terme de ce débat sur les symboles de l'État, ces symboles qui sont le drapeau, la devise, l'hymne national, le sceau de l'État, les armoiries de la République. Nos invités étaient donc Mme Maïgnaré, elle est membre de la Commission nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État, Dr Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général de la Justice du ministère de la Justice et des droits de l'homme, représentant le ministre de tutelle, Adama Traoré, il est le président de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA. Merci à vous pour tous ces éclairages. Merci au charmant public qui nous a assistés durant tout ce débat. Et un grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Merci.